Donc, bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive et le temps de se connecter. Je vois le nombre de participants qui augmente, donc j'attends quelques minutes avant de pouvoir commencer. Donc là, le nombre a l'air de se stabiliser pour le nombre de personnes qui participent. Donc je vous propose qu'on commence pour éviter de prendre trop de retard. Donc merci à tous d'être si nombreux pour suivre notre conférence sur la bioéconomie, recréer de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles. Donc, je suis Anne-Gaëlle Kabelgen, chargée de mission bioéconomie à TRAM. Donc, en quelques mots, TRAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est à la fois une tête de réseau, donc dans lesquelles on peut par exemple citer les associations des méthaniseurs de France, des composteurs de France ou la Fédération nationale des groupes d'études et de développement agricole. Et c'est également à la fois un centre de ressources au service du développement du territoire. Donc pour cela, on accompagne les collectifs agricoles en fait, pour accélérer les transitions agroécologiques, pour faciliter, on va dire, la mise en place des changements de pratiques sur les exploitations agricoles. Tout cela dans le but d'assurer une pérennité des exploitations agricoles et de répondre aux enjeux de la société. Donc là, pendant 1h30, en fait, nous allons parler bioéconomie au sein des réseaux de TRAM. Vous pourrez poser vos questions, il me semble, il y a un chat qui est à disposition dans lequel vous pouvez répondre aux questions. Donc, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Il y a également un temps de questions-réponses qui est prévu après les interventions en fin d'intervention. Et bien sûr, si vous avez besoin, n'hésitez pas à la fin de la présentation, il y aura mes coordonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Donc juste un petit préambule, en fait, pour resituer la bioéconomie, je vous dirais que concrètement, pour nous, la bioéconomie, c'est valoriser durablement la biomasse pour l'ensemble des besoins de notre société, que ce soit l'alimentation, la chimie, les transports, l'énergie, la construction ou encore les logements. Et là, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que les agriculteurs s'investissent fortement pour répondre de façon durable à cela, aux besoins alimentaires et une partie aux besoins des matériaux et énergies des sociétés. Tout ça en préservant, bien entendu, les ressources naturelles et en garantissant la production de services environnementaux. Donc, pour ce faire, je vais demander à Francis Claude Pierre, président de TRAM, de faire l'introduction en fait, de ce séminaire. Et ensuite, vous aurez différentes interventions, témoignages. Donc, je vais vous partager un PowerPoint de ce pas, en espérant que cela marche bien. Alors. Voilà, donc Francis, si cela ne te dérange pas, à toi de faire l'introduction. Et pour rappel, 10 minutes par intervenant. Bonjour à tous. Merci d'être là et merci de nous avoir confié à TRAM une partie de l'animation de ce webinaire. Alors, je vais me présenter en plus de temps. Alors, Francis Clotier, je suis président de TRAM. Je suis éleveur laitier en Meurthe-et-Moselle, installé depuis 87. Ça ne nous rajeunit pas. Complètement hors cadre familial, parce qu'on est tous les deux, mon épouse originaire des Hauts-de-Vosges, et on est arrivé en Meurthe-et-Moselle comme ouvrier agricole et bâcher de remplacement. Puis on a trouvé cette ferme qu'on a repris, loué, puis acheté, puis agrandi. Là où on a élevé nos 4 enfants. Et on est passé en bio en 2000, suite à plusieurs événements. On va dire que notre conscience environnementale s'est éveillée au cours des différentes crises, de la vache folle et de la grande tempête de Noël 1999. On a toujours eu l'habitude de travailler en CUMA. Et sur une CUMA de 12, on avait déjà 5 adhérents qui étaient malades.
Est-ce que c'est parce qu'on appliquait nos produits sans protection ou pas? J'en sais rien, mais ça, plus ça m'a fait un peu peur. Et il y avait les CTE à l'époque, on a décidé de passer en bio en 2000. Donc, tous mes collègues m'ont dit, mais t'es fou, tu ne vas plus rien produire. Et alors, je retiens deux leçons, c'est que moi, j'ai dit, tant pis, on produira, on gagnera moins, mais on préservera notre santé. Donc, mes copains après disaient que je ne produirais plus rien. Je produirais encore les premières années par l'inertie du système conventionnel que je pratiquais, même intensif, et qu'après, je ne ferais plus rien. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. Très vite, on a baissé en rendement, et depuis, on a reconquis presque tous nos rendements. Et au bout de 20 ans, je peux dire qu'on a préservé notre bonne santé et on a gagné plus. Voilà. Parallèlement, on a créé la première installation de méthanisation en 2002, modestement, 20 kilowatts sur nos effluents d'élevage. Puis on l'a agrandi. On a fait exister la filière à partir de rien. Et on a agrandi 40 kilowatts, puis 250, puis 400, avec un réseau de chaleur qui valorise 400 kilowatts en électricité, réseau de chaleur qui valorise la chaleur vers le village en chauffant 12 maisons, puis l'école intercommunale qu'on a réussi à construire au village grâce au don de la chaleur. Et le réseau de chaleur chauffe également la fromagerie, puisque depuis 2015, on transforme le lait avec l'arrivée de nos fils sur l'exploitation. On a créé l'association des méthaniseurs de France en 2010, d'abord à 2 personnes, puis 4, puis 10. Aujourd'hui, on est 360 adhérents, qui représentent à peu près la moitié des méthaniseurs en activité dans l'agriculture. Jusqu'à il y a peu d'années, une très grande orientation cogénération, puis depuis 5-6 ans, un développement de l'injection directe au réseau. Je peux vous parler de tram, mais Anne-Gaëlle, ah ben voilà, elle vient d'afficher la phrase que j'allais dire, donc vous pouvez la lire. On a... Mince, j'arrive plus à réduire. Là. Oui, tu m'as bouché mon écran. On vous voit et on vous entend toujours, Francis. Voilà, vous pouvez continuer. Pardon, excusez-moi. Alors, TRAM est une association qui accompagne l'émergence du développement de la bioéconomie dans les territoires agricoles, avec, comme elle l'a dit Anne-Gaëlle, on accompagne les collectifs agricoles dans l'innovation, l'expérimentation pour accélérer les transitions, surtout agroécologiques, territoriales, humaines et organisationnelles. On accompagne des collectifs pour faciliter les changements de pratiques et on essaye beaucoup d'aider à la pérennité des exploitations et la transmission. Et d'autres enjeux de la société qui sont l'alimentation avec les magasins de producteurs, les circuits courts, la santé des troupeaux, l'environnement, le changement climatique et la transition énergétique. Alors, les 4 axes de travail définis dans TRAM, ça rejoint toujours la bioéconomie. Hein. Alors, c'est accompagner les transitions humaines et organisationnelles, les transitions agroécologiques territoriales. J'ai déjà dit, les circuits courts, les magasins de producteurs, c'est les nouveaux réseaux qui viennent qui viennent d'adhérer à TRAM.
Tram est une tête de réseau qui accueille des réseaux. Il y en a qui s'en vont. Hein. On a l'association LAPAD, qui était adhérente, a quitté parce qu'elle est suffisamment forte par elle-même. Mais Tram a contribué à son organisation et à sa naissance. Il y a des nouveaux réseaux qui arrivent, hein, les magasins de producteurs. On a la Fédération des spiruliniers de France qui s'est approchée de nous. On a aussi des demandes de soutien à la formation d'animateurs dans les OPL. On travaille les sujets comme le carbone, qui sont des sujets transversaux. C'est un thème transversal entre tous les réseaux, hein, en vue d'arriver aux compensations et au paiement pour services environnementaux. Tram anime le lab PSE. Tram, comme l'a dit ou l'a pas dit Gaël, c'est 26 ingénieurs qui travaillent, la moitié en poste à Paris, l'autre moitié dans les régions. Alors, pour être au plus près des préoccupations territoriales. Tram est une association qui est financée à 70% par des fonds CASDAR et le reste par des conventions ou des appels à projets. C'est vrai qu'un de ces projets, c'est la bioéconomie. Dont la bioéconomie. C'est ça. Voilà. C'est bon? Bah oui, très bien. Merci Francis. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux quatre témoignages. Donc, ce sont des agriculteurs qui font partie des réseaux de tram, hein, dont on vous a parlé avec Francis, avec chacun des activités, puisque le but, c'était de mettre en avant, en fait, un petit peu, en tout cas via ces 4 témoignages, la diversité des actions qui peuvent être mises en place dans ce domaine de la bioéconomie sur les exploitations agricoles. Donc, je vais demander à Thibaut, s'il est là, de se connecter et d'activer sa caméra. Francis, je t'invite à... Ouais, je suis en train de l'éteindre. Voilà. Donc, Thibaut Cordel, donc, qui, lui, est basé en Moselle, mais je vais le laisser plus se présenter en détail. Oui, bonjour à tous. Ouais, donc pour me présenter, donc moi je suis né en 87, je n'ai pas commencé en 87. Je change un peu les années. J'ai fait un petit parcours d'études qui m'a permis de voyager un peu dans le monde. J'étais notamment en Nouvelle-Zélande, j'ai une expérience professionnelle en Ukraine, j'étais aussi aux États-Unis. Et par contre, j'ai toujours voulu revenir sur la ferme, et c'est mes expériences qui m'ont un peu conforté dans cette envie de me retourner vers la production. En plus, j'avais une base solide avec mes parents, entre autres, qui ont monté un GAEC qui était déjà assez grand à l'époque avec cet associé. Et donc voilà, une partie de mon retour s'est fait aussi avec des nouveaux projets, parce que moi, je voyais de toute façon l'agriculture d'une façon collective. C'était une des questions. Je voulais pouvoir faire des projets, engager des choses sur la ferme, revoir un peu notre mode de production. Et donc voilà, c'était un peu mon choix de revenir sur l'exploitation qui était déjà un groupe, et de continuer à construire ça. Voilà, nous, donc, on est situé donc vraiment dans ce qu'on appelle le pays des trois frontières, à la frontière de l'Allemagne et du Luxembourg. Si vous voyez un petit peu, on est à 3-4 km de Schengen. Donc, on est aussi associé d'un magasin producteur, la Yacht. On pourra en présenter un petit peu après, mais là, vous avez en photo un peu notre site principal qui regroupe la production laitière, qui était vraiment l'objet de notre regroupement. J'espère que l'écouteur, ça ne va pas aller. Voilà, qui était l'objet de notre regroupement. Donc aujourd'hui, on est 6 associés, avec 6 salariés et au moins un apprenti. Ça, c'est un peu dans l'idée du développement de la ferme, c'est qu'on veut retransmettre un peu
parce que nous, on a pu recevoir quand on était en stage, etc. Donc, c'est toujours accueillir des stagiaires et des apprentis sur l'exploitation pour pouvoir un peu former le futur en quelque sorte. On a 240 vaches laitières pour une production à peu près de 2 400 000 de lait. On a un troupeau allaitant avec une centaine de mères limousines. On est sur une surface à peu près de 920 hectares. Et donc, un des projets, c'était la yacht. Je vous présentais peut-être plus ça dans le diapo suivant pour voir un peu toutes les raisons de ces projets et pourquoi, pour nous, la méthanisation était vraiment un peu le centre de mon retour sur le GAEC. Donc voilà, pour vous introduire un petit peu ça. Donc, la base vraiment, donc ce que je disais de notre GAEC, c'était l'élevage. On est dans une zone qui est assez mixte ici avec des potentiels céréaliers quand même moyens, une hétérogénéité des sols, etc. Donc, on a toujours fait de l'élevage. Je pense que ça a une valeur importante dans notre territoire. Sauf que ces dernières années, l'élevage a été confronté à quand même beaucoup de soucis de rentabilité, etc. Donc moi, en revenant, je me suis dit comment on peut essayer d'améliorer ça, sachant que mes parents en plus avaient déjà entamé un peu ce qui était semi-direct sur la partie culture pour mieux gérer le coût des intrants. Donc ça, c'était l'agriculture de conservation des sols. On était en plus dans une zone qu'on appelle les zones vulnérables, avec une zone Natura 2000 aussi, et zone captage Grenelle par la suite. Donc on avait tout ce qui était aussi, on était très sensibilisés à tout ce qui était pollution d'origine agricole. On était engagés déjà dans pas mal de démarches autour pour mieux réfléchir à nos pratiques. Et c'est là où la méthanisation nous a paru plutôt comme un système de valoriser des capacités de stockage supplémentaires pour nos effluents, pour pouvoir après mieux les utiliser sur nos cultures. Parce qu'il y a 20-30 ans, on va dire que fumier, lisier, etc., c'était plus un déchet que quelque chose à valoriser. Aujourd'hui, c'est un produit vraiment de l'exploitation, c'est pas un déchet qu'on va utiliser via notre méthaniseur pour développer d'autres choses à côté, et dont le digestat va retourner au sol avec des valeurs agronomiques qui pour nous sont intéressantes et sont vraiment très en lien avec l'agriculture de conservation des sols. Ça va permettre de nourrir nos couverts qu'on va restituer au sol pour bien respecter un cycle du carbone qui est intéressant pour nos sols. Ça va permettre aussi de sécuriser les sources de fertilisants, notamment en allant chercher aujourd'hui des déchets à l'extérieur qui vont faire revenir des éléments fertilisants sur l'exploitation. On est notamment un contrat avec un importateur de fruits et légumes luxembourgeois, qu'on est en plus européen là-dessus. Donc, on va aller chercher ces déchets, ces invendus, etc., qu'on va venir travailler dans le méthaniseur et transférer tout ce qui est fertilisant sur les cultures. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui pour essayer de décarboner un peu l'origine de nos fertilisants là-dessus. En plus de ça, aujourd'hui, par le méthaniseur, on va sécuriser notre stock fourrager. C'est-à-dire qu'on va pouvoir implanter plus de cultures fourragères, qu'on va pouvoir, bien entendu, donc on va pouvoir implanter un peu plus de cultures fourragères, par exemple des triticales qu'on peut récolter au printemps ou des maïs l'été. Et tout ça, ça va pouvoir venir compenser aujourd'hui les aléas climatiques qu'on peut avoir avec des récoltes d'herbes qui sont de plus en plus aléatoires, des récoltes de maïs qui sont également aléatoires. Donc voilà un peu le cycle comme on le voit. Pour moi, le méthaniseur là-dessus, c'est vraiment le recycleur de l'exploitation qui va nous permettre un peu de mettre le système le plus résilient, un peu le mot à la mode en ce moment, mais ça nous permet d'avoir valorisé des capacités de stockage en vendant de l'électricité, donc en créant quand même un revenu supplémentaire. Ça nous sécurise en plus un emploi sur
sur le site de l'exploitation. Donc un emploi qui est plutôt polyvalent aujourd'hui entre l'élevage, etc. Mais ça permet de sécuriser ça. Et c'est en plus la base de développement par la suite. Donc aujourd'hui, on sèche du bois pour un agriculteur voisin. On fait également le chauffage des maisons du site. Alors on avait comme Francis un petit projet de chauffer un lotissement en construction au village, mais le Covid et les élections sont passés par là et ça n'a pas abouti, mais on a d'autres projets aujourd'hui. Par exemple, on est contacté par des entreprises qui vont proposer des serveurs décarbonés, donc utiliser la chaleur du méthaniseur pour produire du froid pour refroidir des serveurs. Donc il y a des choses comme ça qui se développent. Il y a mon frère qui est plus jeune, qui souhaite aussi revenir sur l'exploitation, et donc il se dit on a du lait, on a de la chaleur, on pourrait peut-être faire de la transformation fromagère aussi, d'autant qu'on a le magasin à côté. Je ne vais pas forcément parler, mais qui est aussi une grosse base aujourd'hui de la valorisation de notre troupeau, du troupeau animaux. Donc voilà, c'est toutes ces sources d'énergie qui nous permettent aujourd'hui de créer des projets différents et de voir l'avenir un peu plus sereinement. Merci Thibaut. J'ai une Voilà. question parce que c'est vrai que tu nous as parlé de ton expérience à l'étranger. Géographiquement, tu es assez proche de l'Allemagne, du Luxembourg. Et est-ce que finalement, pour toi, il y aurait des domaines de la bioéconomie dans lesquels finalement les agriculteurs français auraient une carte à jouer? Alors, je ne sais pas si tu aurais une idée de réponse à ça. Mais... Oui, je pense qu'on a vu la méthanisation, on l'a vu peut-être un peu plus tard que ce qui était en Allemagne, entre autres. Et on l'a réfléchi, je pense, différemment. On est quand même plus basé sur ce qui était effluent, de réfléchir plus aux intrants que ce que ça a été fait au départ en Allemagne. Bon, même si eux ont pris un gros virage aussi après, mais ça, c'est une des choses qui est plus intéressante aujourd'hui. Ils ont on réfléchit plus à de ce qui va être aussi les déchets à côté. On réfléchit aussi avec la communauté de communes, gérer les déchets des choses comme ça. Je pense que ce serait très intéressant. Ça marche, merci. Oui, donc je vous invite sur le chat, si vous avez quelques questions à poser à Thibaut, comme ça, à la fin des interventions, on pourra y répondre tous ensemble. Merci beaucoup Thibaut, en tout cas, pour cette intervention. On va passer à l'intervenant suivant. Donc, il me semble que Emmanuel est là. Donc, Emmanuel Palfrey, qui lui est basé en Seine-Maritime. Emmanuel, si tu es là, est-ce que tu peux activer ta caméra et ton micro? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, c'est parfait. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour à tous et merci pour toute cette organisation qui n'est pas forcément évidente. Donc moi, je suis Emmanuel Palfrey, j'ai 56 ans. Je suis basé à Gonfreville-Lorchet, c'est une commune sur l'estuaire de la Seine à 10 km du Havre, qui a plutôt une vocation industrielle, puisque dans l'estuaire de la Seine, il y a beaucoup de raffineries, de complexes industriels, plus le port du Havre, un gros port conteneur. J'ai toujours été très impliqué dans l'évolution de l'agriculture périurbaine, mais c'est l'ADN de notre ferme depuis 150 ans. Et dans 10 km de rayon, on a 300 000 habitants. Pour situer un peu, j'essaie de présenter rapidement la situation. Et donc, très vite, c'est quelque chose qui m'a animé d'essayer de faire l'interface entre les besoins de la ville et puis ce que nous, au niveau de la ferme, on pouvait proposer, nous et d'autres agriculteurs éventuellement. Alors, dans mon histoire, j'ai donc fait des études agricoles. Ensuite, je suis parti 2 ans au Tchad. Alors, comme on a parlé de voyage un peu et que les voyages forment la jeunesse, j'étais dans la gestion de l'eau dans un projet d'une ONG tchadienne qui avait comme vocation de faire des puits à la demande des villageois, mais surtout d'essayer d'organiser les diguettes, enfin tout un ensemble de choses pour alimenter les nappes phréatiques. Donc j'ai quand même été très rapidement en lien avec des gens qui travaillaient sur l'hydraulique.
Ensuite, je suis rentré en France. J'avais eu auparavant un gros orage sur l'exploitation qui avait créé des grosses ravines. Nous, on est en limon battant. Et donc, ça m'avait interrogé beaucoup sur notre mode de production parce que ça créait des dégâts, perte de terre, difficultés avec des voisins qu'on retrouvait en contrebas des pommes de terre dans les caves. Et chemin faisant, je me suis intéressé un petit peu à réduire les parcelles, à créer des diguettes, alors des techniques que j'avais ramenées d'Afrique bizarrement. Et puis en 97, la mairie donc ma commune a créé une déchetterie. C'était le moment où on décidait de plus faire de feu et récolter des déchets verts dans les déchetteries. Ça impliquait aussi de trouver des filières derrière pour les exploiter. Et c'est là où je me suis intéressé au compostage. En 97, j'ai donc créé une mini plateforme avec du broyage. C'était vraiment très nouveau dans la, la technique. C'était vraiment quelque chose auquel on s'intéressait pas du tout jusqu'alors. Et j'ai trouvé que c'était un intérêt par rapport à l'utilisation d'améliorer la matière organique de nos sols qui avait commencé à fondre, hein, puisqu'il y avait de moins en moins d'élevage. Notre agriculture en Pays de Caux, c'est plutôt polyculture, betterave, lin, pommes de terre, céréales, protéagineux éventuellement. Et une grosse part était réservée au fourrage avec des troupeaux laitiers. Les troupeaux laitiers sont partis en 80 et donc là, on a eu des soucis de matière organique. Donc tout ça, chemin faisant, m'a induit vers l'intérêt sur le compost. Depuis, on a évolué puisque le compost dans les déchetteries, ça vient, enfin les déchets verts viennent de marchés publics, donc c'est des marchés qui sont proposés auxquels il faut répondre. Il faut être vraiment dans les clous à tous les niveaux. J'ai rejoint ACF, qui est l'association des agriculteurs composteurs de France, qui vient de Tram, enfin qui a été aussi initié ou qui a été hébergé, on va dire, par Tram un certain temps et qui nous aide beaucoup à trouver notre recherche-développement. Donc, c'est beaucoup d'échanges entre les producteurs de compost, qui sont aussi agriculteurs, d'abord sur leurs problématiques, mais aussi sur comment voir l'avenir, quels vont être nos sujets suivants. Certains sont partis sur la méthanisation et donc, en permanence, on est en train de réfléchir à l'avenir. Et vraiment, le cœur du système, c'est comment un agriculteur peut se projeter dans sa fonction tout en restant économiquement viable pour s'adapter un petit peu enfin, trouver le lien entre son métier, son environnement et toutes les problématiques qui arrivent liées à l'environnement. L'environnement, je parle écologique, enfin, au sens vert du terme. Et donc, petit à petit, je me suis fait la main. Little by little, I got used to this. I helped my composting friends. So it's a farm. There are 70 hectares altogether, so it's very small. So I had a GAEC set up with my parents. We planted potatoes, and I wanted to work with a direct sales shop. And so I worked with poultry, apple cider. So we had 8 producers who were part of the GAEC association. And then in 2002, the urban community of Le Havre was created. And so there was a lot more waste that was created, a lot more green waste. So the platform had to become bigger. So as part of the CPE declaration, it's 10,000 tons of green waste that is treated on a yearly basis, which produces 3,000 tons that can be used. So that's for the composting side of things. I don't know whether you have any questions or whether I should continue. There's another association. I'm president of that association, and it's just by chance that I became president. It's often complicated to find people who want to chair these organizations. They're rather utopic to begin with, let's say. So it's linked to some of the problems that we've been having. And in the 90s, there was a lot of thinking about the fragile nature of soils, how we could protect areas where there were slides. So we created an association. Place des solutions et j'ai participé, donc c'est eux qui m'ont aidé par exemple à créer mes diguettes à l'époque, etc. Et on a continué à travailler avec eux sur le GI2E, mais aider aussi de l'Agence de l'eau de Seine-Maritime, de la Chambre d'agriculture,
voilà, différents partenaires qui ont pris conscience de la problématique de l'érosion, de la problématique du risque de bétoirs. Alors, les bétoirs, chez nous, c'est des cavités qui, dans le sous-sol, qui peuvent absorber en direct des eaux et donc qui sont des gros facteurs de potentiel de pollution. Et donc, l'idée, c'était de planter, au-delà de faire des bandes enherbées, de planter aussi des bandes ligneuses. Alors, à la base, c'était se dire, est-ce que c'est au moins aussi intéressant en termes techniques de mettre des bandes ligneuses par rapport à l'herbe, tout simplement. Et puis, on a vu que oui, le saule, par exemple, répondait bien, le miscanthus aussi. Et donc, de là, on a démarré une filière énergie renouvelable, donc à partir des paillages qu'on pouvait créer de ces bandes ligneuses. Donc, ce sujet-là, il a démarré en 2000, je dis pas de bêtises, 2005, je crois. Donc 2015, pardon, je suis perdu dans les dates. Donc 2015, et puis depuis, on a renouvelé notre GI2E et on travaille. Alors la filière, alors, ce qui est très intéressant autour de ça, c'est qu'il y a une vingtaine d'agriculteurs, de plus ou moins. Hein, c'est entre 20 et 50 selon les années, selon l'intérêt qu'ont les gens à planter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis des machines en place, c'est-à-dire une planteuse de saule, une tête de récolte qui vient du Danemark pour pouvoir récolter les bandes ligneuses. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on a mis en place une filière bois-énergie à notre dimension, c'est-à-dire tout petit encore, mais au moins les gens qui ont une chaudière ou les gens qui ont dans leur commune besoin de bois pour faire des paillages, etc., on peut lier, on va dire, l'agriculteur avec ses bandes ligneuses et des utilisateurs proches. Donc là, on est aussi dans une logique d'économie circulaire vertueuse, et je pense que c'est ce qui m'anime aussi autour de la ferme et de continuer à développer ça. Voilà, le troisième sujet, ouais, vas-y. Non, c'est qu'on a une question dans le chat, donc je me permettais de te la poser. Donc c'est une question pour toi quelles sont les technologies que vous suivez en tant que composteur et qui pourraient apporter une meilleure valorisation des déchets verts sous un angle énergétique ou autre, méthanisation ou autre technologie? Bah, clairement, le sujet qui nous préoccupe dans les années qui arrivent, c'est le problème des biodéchets qui vont, par la loi, être censés passer dans les filières soit compostage, soit méthanisation. Il faut savoir que le problème du biodéchet, c'est souvent qu'il est pollué, c'est donc des conditionnements organisés, etc. Assez naturellement, la méthanisation vient plutôt du monde du compostage, donc c'était quand même une des premières sorties possibles pour améliorer la captation de l'énergie. On est clair que le compost, c'est pas l'idéal pour récupérer de l'énergie. Maintenant, je pense que les sujets de méthanation, par exemple, sur lesquels on travaille, certains de chez nous travaillent, c'est-à-dire récupérer aussi dans la lignine une partie de l'énergie via l'hydrogène, etc. Mais c'est quand même très, très technique. On va y arriver, mais c'est toujours le sujet permanent, c'est de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on peut investir du matériel, quelle est la bonne échelle, la bonne dimension de l'entreprise pour que ça puisse fonctionner, quel est le soutien qu'on peut attendre, et surtout, je pense que ça, c'est quelque chose qui apparaît pas forcément, qui est pas une évidence, mais c'est dans quelle durée, dans combien de temps on s'engage, les pouvoirs publics, les gens qui aident à développer ces nouvelles techniques. Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager pour 10 ans et est-ce qu'on est prêt à amortir un système pendant un certain temps, ce qui permet à l'agriculteur de pouvoir faire un retour sur l'investissement? Et c'est des sujets, nous en agriculture, on a l'habitude de ces gros navires qui sont compliqués à piloter et qui me demandent du temps, mais on dépend quand même beaucoup de décisions politiques. On sent que le courant est plutôt dedans, mais c'est quand même pour nous des investissements avec de forts enjeux, parce que si jamais les choses s'arrêtent, toutes les politiques changent, on l'a vécu dans le photovoltaïque, et ben c'est comme nous qu'en faisons les frais directement, quoi. Mais on sent, et c'est l'occasion, je trouve, autour de cette table ronde d'en parler, que les agriculteurs sont vraiment en première ligne dans cette réflexion. C'est-à-dire qu'on a été chercher les agriculteurs pour donner à manger à la population. Aujourd'hui, ils sont aussi en première ligne pour les sujets de l'énergie nouvelle et du déchet, qui sont très, très liés. Ces trois sujets sont forcément, et indirectement, le sol et le changement climatique, parce qu'on va en parler aussi. Tous ces sujets sont intimement liés à notre métier, et donc on en a pleinement conscience, et des fois, c'est compliqué de tout mettre en œuvre et connaître les priorités, etc.
Voilà. Je diverge un peu, mais c'est important. Pas de souci. Le temps est quasiment écoulé et j'aurais juste une petite question qui va un peu dans ce sens-là. C'est finalement, quand on parle bioéconomie, on parle recherche et développement, comment est-ce que pour toi, comment est-ce que les agriculteurs peuvent se saisir de ces nouveaux sujets, mais surtout oser tester de telles innovations? Eh bien, le secret, je pense qu'on l'a trouvé dans l'association des agriculteurs composteurs, c'est-à-dire que nous, on est un peu en concurrence, c'est la gentille concurrence, mais elle est quand même présente entre les gros groupes, Veolia, Suez, Paprec, etc. C'est les leaders du déchet dans notre monde. Et on est un petit peu à côté, les petits poussés. Et notre façon de fonctionner, ça a été de se mettre ensemble pour faire notre recherche-développement. C'est-à-dire qu'un agriculteur tout seul, il n'a pas les moyens d'aller loin technologiquement avec beaucoup de moyens pour pouvoir faire ses expériences et surtout avoir des retours relativement rapidement. Le fait de se mettre ensemble et de pouvoir présenter des projets à des partenaires, c'est forcément une solution pour avancer sur cette problématique de la recherche-développement et de l'innovation, mais c'est incontournable parce que tout va très vite et on doit être toujours dans la roue de ce qui va se proposer demain, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est parfait. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Donc là, ton temps est écoulé. On va passer à l'intervention d'Olivier. Merci beaucoup. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas pu poser de questions encore, n'hésitez pas dans le chat à nous refaire monter des questions ou plus tard, n'hésitez pas à me les envoyer et puis on verra avec Emmanuel comment vous y répondre. En tout cas, merci beaucoup. À plus tard, bonne journée. Et puis à plus tard, merci. Merci. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'intervention d'Olivier Touran. Donc Olivier, je te propose d'activer à ton tour ta caméra et ton micro. C'est bon. Tu vas nous parler donc tu viens de la Creuse, je te laisserai plus te présenter et tu vas nous parler d'un projet de méthanisation collective. D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Olivier Touran, moi je suis agriculteur en Creuse, pardon, en polyculture élevage avec 130 hectares à peu près de SAU et puis une soixantaine de bovins allaitants charolais, quelques ovins et puis une partie de céréales, notamment en filière qualité courte, puisqu'on a un blé qui est certifié, de par nos pratiques. Peut-être pour faire un peu l'historique, pourquoi on en est arrivé à un projet de méthanisation collective qui est toujours à la phase projet, on va être clair. C'est que localement, on travaille beaucoup, on va dire, tous nos projets collectivement. Bon, moi, je suis vice-président de Tram, je suis issu du réseau GEDA. Donc, dans notre GEDA en Creuse, qui compte à peu près 300 adhérents, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à cette échelle-là. Et puis après, il y a des projets qui se structurent et qui, après, ont créé on va dire, des groupes issus du GEDA. Mais pour faire, par exemple, on a un GIE, et pas GI2E, sur la commercialisation du blé de qualité, avec 16 exploitations maintenant. Donc, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup collectivement. Ensuite, c'est vrai qu'on a travaillé depuis quelques années, on va dire, les techniques culturales simplifiées, le SMI direct. Voilà. Donc ça, on le travaille collectivement parce que, je crois que c'est Emmanuel qui faisait un peu référence tout à l'heure, ça permet de mieux avancer. C'est-à-dire qu'on échange entre nous, notamment sur les techniques culturales. Chacun teste une partie et après on se retrouve, on suit, on fait des visites tout au long de l'année. Et ça permet de mieux suivre et de mieux avancer, de confronter, on va dire, nos expériences. Donc ça, c'est un point important quand même. Et comme on se réunit, et on a des CUMA qui ont un rôle très, très important localement. Avec des CUMA on a beaucoup d'activités, que ce soit de la moisson, du pressage, tous les travaux du sol, de récolte. Et 2 salariés dans la CUMA dans laquelle j'adhère, on a 2 salariés à temps plein. Donc, tous ces sujets sont travaillés collectivement. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve, quand on échange, des fois, d'un projet, il en est un autre. Et c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, l'idée de la méthanisation est devenue un sujet important que certains ont porté. Donc, on a fait beaucoup de visites pour voir des unités de méthanisation, pour voir l'intérêt, comment ils étaient organisés et autres. Et après X visites, X rencontres entre nous,
c'est créer un groupe de 10 agriculteurs, enfin 10 exploitations hein, qui font à peu près 13-14 agriculteurs pour monter ce projet-là. Donc voilà, donc on a été reconnu GI2E. Ça nous a beaucoup aidé hein, parce qu'on n'avait pas de salariés, bien sûr, hein, on était juste les 13 exploitants impliqués. Et ce qui nous manquait, parce qu'un projet méthanisation, c'est quand même très complexe, parce que ça a des répercussions sur nos pratiques, que ce soit en élevage ou en culture. Donc ça, c'est important de le dire. Mais bon, on était quand même convaincus qu'il fallait aller dans cette voie-là, que c'était quand même une partie qui nous manquait un peu. Et à force de réfléchir collectivement, on s'est fixé trois objectifs. Enfin, notre projet, il avait du sens pour trois objectifs. Le premier, c'était d'avoir un projet territorial, parce que souvent nos projets sont agricolo-agricoles. Et on s'est dit, là, on peut rendre service, ça a été un peu dit comme ça, au territoire. C'est-à-dire que, de par nos activités, hein, avec nos effluents d'élevage, enfin, des cultures intermédiaires et autres, on peut produire de l'énergie. Et notre rêve, on va dire comme ça, parce que c'est encore, il n'est pas réalisé, donc c'est encore à l'échelle de rêve, c'est d'ouvrir une pompe pas une pompe à essence, mais une pompe à gaz pour alimenter les véhicules qui pourraient passer devant chez nous. Voilà. Et le deuxième point, c'était d'alimenter, on va dire, la commune ou au moins les bâtiments communaux en gaz. Donc ça, c'est le premier point, que ce soit un projet territorial en impliquant. Donc, depuis le début, on a impliqué les maires des communes concernées. Voilà. Le deuxième point, c'est que ça nous permette de mieux gérer nos effluents d'élevage, parce qu'on voit venir un durcissement de la réglementation peut-être là-dessus par rapport à nos pratiques. Et le troisième point, c'est que ça nous procure un revenu complémentaire, puisque en élevage dans nos secteurs, les revenus sont très faibles. Et puis ça ne s'est pas amélioré depuis 5 ans. Donc, c'était ça nos trois objectifs. Donc, on a pris le temps de bien construire ça. Et l'importance d'avoir été reconnu GI2E, c'est qu'on a pu bénéficier d'appui pour nous aider à piloter, pour voilà, d'une salariée de la FRGDA, enfin TRAM et FRGDA Nouvelle-Aquitaine. Donc ça a été stratégique et c'est à ce moment-là qu'on a plus avancé. Parce qu'autrement, c'était trop consommateur de temps. Et tous ceux qui sont dans le projet méthanisation, ce sont tous ceux qui sont responsables des groupes locaux, des collectifs. Donc, qui sont déjà très chargés en termes de responsabilité et de travail à l'extérieur de leur ferme. Donc, ça, c'est un point important. Donc, le collectif. Après, parallèlement à ça, en ce moment, on est en train de regarder par rapport au carbone, pour que nos pratiques soient reconnues, on va dire, et valorisées, hein, comme je crois l'a dit Francis dans ses propos introductifs. L'idée, nous, c'est qu'on puisse vendre des tonnes carbone aussi, de par nos pratiques. Donc ça, on y travaille parallèlement en ce moment. Et puis, un autre point, c'est qu'on travaille beaucoup aussi sur le climat et l'évolution climatique, puisque dans le département, donc on avait embauché un climatologue, mais on a fait des projections climatiques pour voir le climat à l'échelle 2050, parce qu'on souffre beaucoup d'événements, notamment sécheresse, et sécheresse qui s'accentue, mais pas seulement estivale, mais aussi printanière maintenant, donc qui est la saison stratégique dans nos systèmes de polyculture élevage. Donc, on réfléchit beaucoup, on fait beaucoup d'essais pour voir comment continuer à être de plus en plus autonome dans nos systèmes, et puis aussi pour voir quelles sont les cultures ou les pratiques ou les rotations, voilà, qui peuvent être les plus pertinentes pour l'avenir. C'est pour ça qu'on teste, par exemple, quand même le SMI direct ou les SMI simplifiés, les techniques culturales simplifiées. Mais les événements secs qu'on a depuis quelques années et qui s'accentuent, quand on croyait avoir trouvé la solution en disant on fait des cultures intermédiaires pour jamais avoir de sol nu, produire d'autres aliments type métail et autres, maintenant on se rend compte que 2 années sur 3, par exemple, ça ne germe pas après la moisson. Donc il faut continuer à rechercher les bonnes solutions.
les bonnes pratiques, mais tout ça, on le conduit collectivement parce que si on le fait seul dans notre coin, on n'y arrive pas, c'est beaucoup plus dur, on se démoralise parfois, et puis on avance moins vite parce qu'on teste qu'une ou deux choses à la fois, alors que quand on le fait collectivement, bah, chacun teste une partie. Donc voilà, donc pour peut-être revenir peut-être un peu sur le, je n'ai pas fait attention à l'heure, sur La méthanisation, c'est bon. sur la méthanisation. Donc le but, c'était bien, hein, comme je l'ai dit, de valoriser nos différents produits. On a fait tout un travail important pour informer les maires et les communes locales, enfin, qui étaient concernés par le projet. Voilà, pour leur expliquer, pour leur dire notre souhait de travailler avec eux, hein, pour leur produire, on va dire, du gaz ou quelque chose qui leur rendrait service, qui pouvait les intéresser. Enfin, vous le savez tous, hein, mais le département de la Creuse fait partie des départements les moins peuplés de France. Donc, c'est vrai que quand il y a un projet comme ça, on a des collègues qui ont fait ça à 20 km, ils ont eu des associations contre, donc on a été très prudents. Donc, pour essayer de trouver un lieu aussi d'implantation, puisqu'il y a une vraie tension sur le foncier agricole, entre nous, hein, même. Donc, voilà. Mais c'est comme ça. Donc, on avait trouvé un lieu, on va dire une parcelle qui était une parcelle d'un des membres du projet. Et il vient de se retirer là, il y a 2 mois du projet pour différentes raisons. Donc là, on est dans une phase où bah, ça nous a un peu stoppé parce qu'il faut qu'on retrouve une autre parcelle et que c'est très compliqué. Donc, on est en train de négocier ça. Mais on est très vigilant, même si ça nous prend du temps. C'est dommage, mais tant pis. Pour trouver une parcelle qui qui ne dérange personne, quoi. Parce que contrairement à des projets qu'on a pu visiter, où le méthaniseur était, on va dire, dans une zone artisanale, ou commerciale, enfin oui, plutôt artisanale d'une ville, nous, on ne peut pas faire ça parce que les gens s'opposent facilement. Donc, on prend du temps pour prévenir, on va dire, d'éventuels opposants, quoi, et pour ne pas perturber les gens. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose je crois, d'important et qu'on a travaillé, qu'on a compris quand on a monté notre projet, on va dire, bien défini nos objectifs. C'est de prendre du temps autant sur les objectifs du projet, sur les liens avec le territoire, bien se positionner, l'expliquer, être pédagogique, que sur la technique ou la couleur du méthaniseur, si je peux dire comme ça, quoi. Voilà, donc on fait les deux, on visite beaucoup d'unités de méthanisation, on en fait 3-4 par an. Donc voilà. Ça marche. Le temps est bientôt écoulé, du coup j'aurais deux petites questions. Oui, vas-y, je vais pas regarder sur le chat. Oui, pas de souci. Il y en a une déjà, c'est finalement, est-ce que tu encourages, tu as parlé en fait de l'élevage, hein, qui est finalement de moins en moins valorisant. Est-ce que tu encouragerais finalement les éleveurs à se lancer dans des projets de méthanisation comme ça, puisqu'il y a quand même, tu l'as abordé, la question de l'acceptation par les habitants et les élus locaux. Voilà, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu conseillerais à des éleveurs? Alors, je pense qu'il faut déjà croire au projet. Après, je vais être prudent parce que je n'ai pas le retour, on va dire, puisque notre méthaniseur, il n'est pas monté. Donc, je n'ai pas ce retour-là. Après, d'autres, que ce soit Thibaut ou d'autres, ou Francis pourrait plus parler de cette partie-là. Par contre, moi, je trouve que ça a un intérêt, mais comme tout projet collectif, c'est que ça recrée du lien et du dynamisme et un peu d'espoir aux gens, quoi. Donc, voilà. C'est une diversification ou une complémentarité par rapport à notre activité élevage. Donc, moi, nous, on y croit beaucoup. Ça a un intérêt. Et puis, ce lien au territoire, moi, je crois que ça a du sens, quoi. Enfin, voilà. Les paiements, enfin, les services environnementaux, si on peut appeler ça comme ça, qu'on peut rendre au territoire, moi, je crois que beaucoup, c'est une voie importante, quoi. Après, c'est vrai que dans des départements comme le nôtre, les gens sont moins sensibles à ça. Puisqu'il n'y a pas une pression urbaine. Enfin voilà, donc il y a un peu moins cette sensibilité. Alors, nous, le groupe, on est convaincus, donc voilà. Mais il faut y croire. Et puis un point de vigilance quand même par rapport à ça, c'est qu'en élevage, on est souvent, d'un point de vue humain, très surchargé en travail.
ou en contrainte ou en astreinte. Et la méthanisation, faut bien avoir conscience quand on s'y lance que c'est un projet complexe qui n'est pas simple comme du photovoltaïque parce que c'est une autre vache à nourrir tous les jours et à être vigilant et à trouver la bonne ration. Donc ça prend du temps en gestion, ça prend du temps en suivi et ça a des conséquences sur nos pratiques. C'est-à-dire qu'on n'épand plus du fumier, on épand du digesta. Si on veut avoir certaines cultures pour mettre dans le méthaniseur ou certaines cultures intermédiaires, et bien ça change nos rotations. Enfin voilà. Donc ce n'est pas un projet anodin, j'ai envie de dire. Ça marche. Et alors, dernière petite question qui en plus va nous permettre de faire le lien avec l'intervention de Camille qui suit. Donc c'est une question qui a été posée dans le chat, qui est: à quelle consommation pensez-vous vendre le GNV? Est-ce que l'unité de méthanisation proche d'une commune importante qui pourrait l'utiliser pour bus ou benne à ordures? Alors, on n'a pas de commune importante puisque la commune la plus proche, il y a à peu près 1800 habitants. Par contre, il y a des bâtiments communaux, écoles, il y a un établissement thermal, il y a une maison de retraite, on va dire, importante. Et la commune vient de construire une salle polyvalente. Et comme on les a impliqués depuis le début dans notre projet, ils ont équipé cette salle-là pour qu'elle puisse être chauffée avec du gaz qui viendrait de notre unité de méthanisation. Et sur le tarif, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que je me perds entre les unités, les prix, enfin voilà. Par contre, on vient de signer un contrat avec GRDF pour avoir un prix garanti quand le projet sortirait. D'accord, ça marche. Bon, merci Olivier. De toute façon, on aura un temps de questions-réponses après l'intervention de Camille. Et donc, vous pourrez continuer à poser vos questions à ce moment-là. Donc, merci à toi. Du coup, je vais appeler Camille Dussagnier, qui est ingénieur projet environnement énergie chez Agriopal, pour nous parler. Pardon, j'ai ma slide qui n'est pas apparue. C'est bon. pour nous parler des différents services qu'ils ont pu mettre en place. Camille, donc je t'invite à activer ta caméra et ton micro. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Donc en fait, Agriopal, c'est une société familiale qui a été créée par des agriculteurs il y a maintenant plus de 20 ans. On est basé sur la côte d'Opale, donc à côté du Touquet. Et donc l'idée, c'est exactement comme Emmanuel Palfrey l'a expliqué au départ. La société, on l'a créée initialement parce qu'on s'est rendu compte d'un besoin sur le territoire. Parce qu'il y a 20 ans, on a commencé à trier les déchets. On ne pouvait plus faire un feu avec les déchets verts. En plus, nous, on est à côté du centre équestre du Touquet qui avait une problématique sur ses fumiers qui n'arrivait pas à les valoriser. Donc, on a décidé de créer notre première plateforme de compostage sur les exploitations des familles, des agriculteurs qui ont créé la société. Donc, on y récupère à la fois des déchets verts des collectivités, des paysagistes et puis aussi des centres équestres à proximité. Et l'intérêt de ça, c'est de récupérer après le compost qui est soit valorisé directement sur nos champs, soit revendu à d'autres agriculteurs en local. Et donc, nous, pour se développer, on a vraiment utilisé l'idée du réseau. Déjà, on s'est tout d'abord basé sur le réseau ACF. On s'est beaucoup appuyé sur eux, puisque en fait, c'est une grosse force pour nous. Ça permet, comme le disait Emmanuel, face aux gros groupes, de réussir aussi à mutualiser des ingénieurs au sein du réseau qui permettent de continuer à faire de la R&D, qui nous structurent un petit peu avec une charte, par exemple. On est audité tous les ans pour être sûr que notre compost puisse être normé à la fin et donc revendu à des agriculteurs. Et donc, ces 3 plateformes de compostage qu'on a créées au début, on s'est dit pourquoi pas se développer dans la région. Mais pour se développer, à chaque fois, on a utilisé d'autres agriculteurs, on s'est appuyé sur d'autres agriculteurs pour créer un réseau, on va dire. Donc, en fait, l'avantage de ça, c'est que nous, on apportait notre savoir-faire sur le compostage et l'agriculteur, il était en local, il avait la connaissance de son territoire parce que nous, tous nos projets ont une cohérence dans un territoire
Et puis aussi, c'était de travailler avec un agriculteur. Donc, lui, il a aussi des connaissances sur les autres agriculteurs qui peuvent racheter le compost derrière. Et ça permettait de mailler un petit peu le territoire des Hauts-de-France pour répondre aux besoins des collectivités sur le territoire. Donc, en faisant partie du groupe des agriculteurs composteurs de France, on a été assez vite au courant des évolutions réglementaires sur la méthanisation. Et donc, ça nous a permis aussi, au sein du groupe, de faire beaucoup de visites de sites de méthanisation à l'étranger et dans les premiers méthaniseurs de France. Et donc, de fil en aiguille, on a décidé de nous aussi se lancer dans la méthanisation avec un premier site en injection dans les Hauts-de-France, où là, on traite à la fois des déchets agricoles, donc des issues de céréales, des pulpes de betterave, mais aussi on essaye de raisonner à l'échelle du territoire, à regarder les synergies possibles avec les industries agroalimentaires en local, puisque nous, on est quand même sur une zone où il y a beaucoup d'agroalimentaire, on est proche du port de Boulogne-sur-Mer, on a des entreprises en local qui génèrent des coproduits qui sont valorisés en méthanisation. Donc, on s'est développé avec ce premier méthaniseur sur lequel on a fait évoluer. On a commencé à 130 normomètres cubes par heure de biométhane et aujourd'hui, on est arrivé à 250 normomètres cubes. Et donc, on a décidé de se développer sur la méthanisation comme on l'avait fait sur le compostage, en s'associant à chaque fois avec un agriculteur local qui est un peu, qui nous permet d'avoir un ancrage, de mieux appréhender le territoire et puis de raisonner plus logiquement en fonction des attentes d'un territoire. Donc, on s'est développé comme ça sur Bourges parce qu'on avait des connaissances à Bourges. On s'est développé à Saumur puisqu'il y a un collègue du réseau des agriculteurs composteurs qui voulait développer un projet mais qui ne voulait pas y aller tout seul. Donc là, on est aujourd'hui à notre 6e méthaniseur, où à chaque fois, on essaye de d'abord analyser quels sont les besoins sur le territoire pour dimensionner le méthaniseur. Et à chaque fois, on s'est développé, nous, sur des projets plutôt en injection, puisqu'on n'avait pas besoin de chaleur sur nos sites, comme on ne faisait pas de transformation à la ferme directement. Donc la méthanisation, la particularité sur Saumur, c'est qu'on s'est associé à la fois avec l'agriculteur composteur du Saumurois, mais aussi avec la société d'économie mixte locale, qui voulait aussi porter le projet de méthanisation pour mieux, déjà pour une meilleure intégration, une meilleure compréhension des citoyens, pourquoi on fait un projet pareil. Donc parce qu'en fait, eux avaient entre autres des bennes à ordures ménagères et des balayeuses qui voulaient passer au gaz. Donc le fait d'être partie prenante du méthaniseur, ça leur permettait aussi de justifier l'origine du gaz qu'on revend à la station BioGNV. Donc c'est le premier projet de Saumur qui nous a fait réfléchir en fait à la revente de gaz pour les véhicules. Donc à Saumur, on a ouvert notre première station en janvier 2020. Où donc on est ouvert au public. Ça se présente exactement comme, je ne sais pas si tu peux passer peut-être à la slide juste après, qu'on voit des images, voir à quoi ressemble une station GNV. Donc voilà, celle de Saumur, c'est les 2 photos que vous voyez en bas. Donc en fait, ça se représente vraiment comme une station essence avec une pompe. C'est des véhicules qui ont un réservoir spécifique qui peut permettre de tenir du gaz à pression de 250 bars, enfin 200 bars là ici en l'occurrence. Et donc, c'est encore une fois un projet de territoire parce que l'agriculteur avec qui on est associé, il a une vingtaine de véhicules qu'il est en train de tous convertir au gaz. Ces véhicules, en fait, il les avait achetés pour le commerce de pellets de bois, de bûches forestières, etc. Donc, il a une activité dans le bois énergie et donc il convertit toute sa flotte au gaz pour rouler plus vert. Donc la société d'économie mixte qui passe ses bennes ordures, qui passe ses balayeuses. Il y a la société Aglobus, donc les bus du Saumurois qui sont en train aussi de tous passer au gaz. Donc de fil en aiguille, on a de plus en plus de clients qui passent au gaz sur la région du Saumurois.
L'intérêt de passer au gaz, c'est tout d'abord environnemental. Donc, surtout avec le biométhane qui est issu de la méthanisation, on va réduire de 80% nos gaz à effet de serre en sortie d'échappement de CO2. On réduit les particules fines et les NOx. Ça nous permet d'avoir la vignette critère 1. Donc, c'est pour ça que ça s'est énormément développé en priorité autour des grandes agglomérations. À Paris, c'est très développé et ça se développe énormément en ce moment. Mais on voit qu'on est très à la traîne par rapport à nos voisins européens. Un peu comme la méthanisation il y a 10 ans, si on prend une carte des stations GNV en France, en Europe aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de trous dans la raquette en France, mais que ça se développe bien. Ça se développe vite et il y a de plus en plus de donneurs d'ordre comme les Carrefour, les Leroy Merlin, les Lidl qui imposent maintenant à leurs transporteurs de rouler au gaz pour rouler plus vert. Donc, comme vous voyez là sur la photo du haut, on a développé une marque qui s'appelle Gazi, c'est la contraction de Gaz Énergie, qui est la marque avec laquelle on revend notre gaz sur les stations. Et donc, l'aventure, on va dire, ne fait que commencer, un petit peu comme sur le compostage et la méthanisation. On va essayer de se développer comme ça, avec un projet d'une dizaine de stations bio-GNV en France, dans le but de valoriser en fait, le biométhane qu'on aura produit sur nos méthaniseurs. Voilà. J'ai une petite question, du coup, pourquoi finalement pourquoi des stations bio-GNV en circuit court plutôt que finalement de se relier à des réseaux déjà existants? Ça a été quoi votre... Parce que qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui? Les concurrents, c'est Total, c'est Engie, c'est des gros groupes, c'est Avia qui font des stations Primagaz, etc., qui font des stations gaz. Nous, quelle est notre valeur ajoutée? C'est vraiment l'origine de notre gaz. Notre valeur ajoutée, c'est vraiment de réfléchir en station de territoire. Donc, la différence de certains gros groupes qui ont déjà des stations essence, ils rajoutent juste une piste au gaz parce qu'ils savent qu'il y a du trafic. Nous, on a toute une démarche en amont d'aller voir les collectivités, de voir s'ils ont des besoins pour leur benne à ordures. On a toute une démarche d'aller voir les transporteurs locaux et vraiment de s'inscrire dans un projet de territoire et pas juste une station, de dire tiens, sur la carte, ça a l'air intéressant d'aller là-bas, on met la station, on verra bien si ça marche ou pas. Merci. Alors, je vois une petite question dans le chat qui est comment sont approvisionnées les stations directement sur le site de méthanisation ou transport intermédiaire routier pour les livrets de gaz? Alors non, il n'y a pas de transport intermédiaire routier pour livrer le gaz. C'est le cas aujourd'hui des stations à gaz liquide. Si vous voyez des stations où ils vendent du gaz liquide, en fait, c'est du gaz qui vient par camion-citerne des terminaux méthaniers. Qui est en fait transporté à moins 160 degrés et puis il est stocké dans une tour sur la station. Nous, ce n'est pas du tout notre modèle parce que ça, c'est du gaz fossile. Nous, vraiment, on vient se raccorder au réseau de gaz GRDF. Et ce qu'on a fait aujourd'hui sur les 2 premières stations, c'est qu'on a vraiment été sur la boucle sur lequel est injecté notre biométhane pour être sûr de l'origine de notre gaz. Même si aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est les garanties d'origine. Donc, légalement, on aurait le droit de produire du biométhane dans les Hauts-de-France et d'aller le vendre à Marseille, si on veut. Mais aujourd'hui, comme on veut des projets de territoire, la station de Saumur, on n'est pas sur la même commune. À Vol d'Oiseau, on est à 3 km, mais c'est la même boucle. Donc, on sait que le méthaniseur alimente là et on vient tirer sur le même réseau le gaz de la station. La même chose à Arques, en fait, on s'est associé en juin 2020 avec la brasserie Goudal, producteur de bière connu dans les Hauts-de-France, qui a la brasserie la plus moderne d'Europe. Et donc, site tout neuf, pour traiter leurs effluents, au lieu de faire une station d'épuration classique, ils avaient décidé de faire un méthaniseur pour optimiser les volumes de leur cuve. Et bon, forcément, ce n'est pas leur métier non plus, mais le biogaz qui était produit par le méthaniseur, il était plutôt majoritairement torché pour être brûlé.
un petit peu utilisé pour chauffer leur cuve, mais très, très peu. Donc là, on était venu ajouter un épurateur pour injecter le gaz de la brasserie Goudal dans le réseau GRDF. Et il se trouve que la station que vous voyez là en haut à droite, la station de Arc, elle se trouve dans la même rue que la brasserie Goudal. Donc là, on est vraiment en circuit court. Du coup, c'est un peu ça, finalement, la plus-value pour les collectivités, par exemple, locales, de s'associer avec des agriculteurs pour développer les énergies vertes. C'est cette notion d'origine, finalement. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et de connaître aujourd'hui, les gens sont très attachés au circuit court, à connaître l'origine, surtout en période de crise. Les Français se rapprochent de plus en plus, s'intéressent en tout cas de plus en plus à l'origine de ce qu'ils consomment, alors que ce soit pour l'alimentation, mais aussi pour leurs énergies. Très bien. Alors, il y a une dernière petite question qui est AMF a annoncé 200 stations bio-GNV et GNV initiées et créées par des agriculteurs d'ici 2024. Vous pensez que c'est possible? J'espère. Plus il y a de stations, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est un peu la poule et l'œuf. Si vous n'avez pas de station, les véhicules ne vont pas passer au gaz. Plus il y a de stations, moins le problème moins l'approvisionnement devient un problème. Et donc, plus c'est intéressant pour les transporteurs de rouler au gaz. Aujourd'hui, si un transporteur a une station l'objectif, c'est déjà en France qu'il y ait une station tous les 80 km. Si aujourd'hui, un transporteur doit faire un détour de 20 minutes pour aller faire un plein, ce n'est pas rentable pour lui. Donc, plus il y a de stations, plus ça devient intéressant. Et les petites stations locales à la ferme comme ça, c'est des super projets qui permettent de redonner une valeur ajoutée à l'unité, mais aussi ça permet de remettre aussi l'agriculture au centre du territoire. Ça leur permet de leur redonner de la valeur ajoutée. L'agriculture qui permet à la fois de nourrir le monde, mais aussi de délivrer de l'énergie, et ça permet de bien comprendre l'origine aussi de ce qu'on consomme. Alors, je pense que dans les 200 qui sont annoncés, ce ne sera pas tous des grosses stations comme vous voyez en haut à droite. Ce sera aussi des toutes petites stations qui sont plutôt adaptées à juste les camionnettes des artisans. Voilà, il faudra de tout pour que ce soit jouable. Ça marche, merci. Merci beaucoup Camille pour ce temps d'intervention. Ce que je peux vous proposer là finalement, c'est peut-être que chacun des intervenants, je sais pas, un petit écho sur les différentes initiatives que vous avez pu entendre des différents intervenants. Et puis après, on passera au temps de questions-réponses. Je ne sais pas, Thibaut, je reprends dans l'ordre d'intervention. Thibaut, est-ce que tu as un petit écho sur les différentes initiatives qui ont pu... Moi, mon écho, c'est que c'est bien, ça continue de bouger. C'est qu'on a quand même choisi la bonne voie et que c'est un peu tous ces projets aussi différents. On va envoyer les stations de bio GNV qui vont se multiplier, j'en suis sûr, dans l'avenir, etc., qui vont faire que ça va changer un peu nos modes de consommation ici et que ça va justement de plus en plus favoriser nos systèmes. Je trouve que c'est ça qui est intéressant et ça donne de l'avenir aussi. Aujourd'hui, nous, on est en cogénération. Mais demain, est-ce qu'on n'aura pas un intérêt à repasser à approvisionner une station de bio-GNV, des choses comme ça. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est un peu intéressant là-dessus. Merci beaucoup Thibaut. Je ne sais pas si Emmanuel est encore avec nous pour faire 2-3 petits mots par rapport aux interventions qu'il a pu entendre. Il me semble qu'il devait s'absenter. Mais je me rebranche. Oui. Merci. Désolé. Les interventions, elles sont... Enfin, si je peux me permettre, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est quand même dans une dimension, une troisième dimension. On n'est pas que sur la problématique de l'entreprise, on essaie de se coller au territoire. Et c'est ça.
Alors moi, j'ai perdu la connexion avec Emmanuel. Je ne sais pas si je suis la seule. Moi aussi. Oui, en effet, on l'entend plus. Ok, d'accord. Je vais couper sa vidéo, ça Ça augmentera marche. peut-être la. Voilà. Est-ce qu'on est? Ouais, j'ai un point de... Ouais, on t'entend pas très bien, Emmanuel. Vous Donc, m'entendez? Ouais, c'est pas grave. On va dire qu'on arrête là. ça marche. Merci, Emmanuel. Olivier, peut-être quelques mots par rapport aux différentes interventions. Ouais. Ce que j'ai trouvé d'intéressant ou que ça met bien en valeur ce matin, ce sujet-là, c'est que les rôles notre rôle d'agriculteur évolue. Et ce qui est important, c'est l'aspect territoire. Enfin, je trouve qu'on rend vraiment on peut rendre, et ça doit être encouragé, je pense, des services, plein de services au territoire, et c'est pas seulement nourrir les hommes avec un grand H, bien sûr. Donc ça, je trouve que ça l'a bien mis en valeur, et ça sera intéressant. Alors, je sais pas, on a que les noms des participants, entre guillemets, on ne sait pas leur origine, pas leur origine professionnelle. Et je pense que c'est des choses qu'on devrait plus communiquer aux responsables, on va dire, territoriaux, les maires, les Comcom, les parlementaires. Voilà. Et le deuxième point que moi, ça m'a mis en exergue, c'est, j'avais oublié de le dire, que nous, localement, les gens ne sont pas attirés ou ne croient pas, on va dire, à la vente directe ou à la création de plus-value par rapport aux questions que j'ai vues sur le chat. Et la densité territoriale, je pense, joue beaucoup. Quand j'écoutais Camille ou tout ça, ben, pour connaître un peu ouais, différentes régions, la densité territoriale, je pense, influence, on va dire, le raisonnement des agriculteurs quand même, majoritairement. C'est-à-dire que comme nous, on creuse, on n'a pas de densité de population, les gens croient moins, bien sûr, à la vente directe parce qu'il faut qu'on aille la vendre plus loin. Ils croient moins au service parce qu'on n'a pas d'industrie qui peuvent acheter ou nous fournir des matières. Donc, en écoutant les différents témoignages, c'est la réflexion que je me suis fait, quoi. C'est-à-dire la densité territoriale influence quand même les projets. Même si ce n'est pas une excuse, hein, ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais je trouve que ça a une incidence dans le raisonnement qu'on peut avoir globalement en tant qu'agriculteur. Ça marche. Merci, Olivier. Moi et Camille, du coup, un petit écho par rapport aux différentes interventions. Je trouve que toutes les interventions ont montré que le monde agricole était très dynamique, qu'on se réinventait toujours, on ne perdait pas de vue notre métier de base, mais qu'on essayait de recréer de la valeur ajoutée et du lien social aussi pour donner plus de sens à notre métier. Je vois aussi qu'il y a des questions. Je ne sais pas si j'y réponds en même temps. Vas-y. Si, vas-y. Les contraintes en termes d'installation, station GNV, en termes de sécurité, quel est le coût CAPEX de la pompe hors de grandeur? En fait, il y a un peu de tout. Si on fait une station privative juste pour utiliser pour nous sans revendre, parce qu'il n'y a pas l'automatisme, etc., qui nous permet de calculer exactement combien on a consommé, c'est de l'ordre de 70 000 euros quand même, 60 000 on va dire. Et après, une station ouverte au public, on est plus entre 1 million et 1,5 million d'euros. Donc, c'est pour répondre à la deuxième question, quels sont les freins? L'économie, forcément. Bien sûr, les projets ne seraient pas faits si ce n'était pas viable derrière. Maintenant, pour que ce soit viable, il faut réussir à contractualiser avec des transporteurs, avoir des lettres d'intention sur du long terme, parce que la station, on va la payer et l'amortir sur plusieurs années. Donc, les contraintes, c'est que voilà, derrière, c'est pas un métier d'agriculteur classique. Là, on sort du scope de l'agriculture. Et là, on a plus une casquette de commercial où là, il faut aller chercher des clients et ça se trouve pas tout seul au démarrage parce qu'il y a une inertie au démarrage. Forcément, c'est des nouveaux véhicules, c'est acheter des véhicules, c'est nouveau, donc ça peut faire peur. Mais globalement, les premiers retours qu'on a aujourd'hui, on a plus le sentiment qu'on a peut-être moins de nouveaux clients que ce qu'on espérait, mais on a plus tendance à avoir des clients qui ont 1 ou 2 véhicules au gaz, qui ont l'intention de renouveler plus de véhicules que ce qu'ils avaient espéré parce qu'ils sont satisfaits du gaz.
Et donc, combien évaluez-vous le coût de distribution entre le lieu de production et la pompe, coût de l'utilisation du réseau GRDF? Ça, c'est pas nous qui le fixons, le réseau GRDF. Quand on achète la molécule de gaz, il y a une composante qui est acheminement du gaz, et donc ça, c'est tout le monde le même prix. Alors, le détail de ça, je ne sais pas vous dire, mais globalement, pour résumer, je pense que ce qui vous intéresse, c'est à combien on arrive à vendre le gaz. On arrive à le vendre à moins de 1 € TTC, ce qui fait qu'on est compétitif, on est 30-40% moins cher que l'essence. Donc, le véhicule coûte un petit peu plus cher quand on parle de poids lourd, etc., à l'achat, 30% plus cher environ. Mais comme le gaz derrière, plus on roule, du coup, plus c'est intéressant. Donc, le gros avantage de rouler au gaz, c'est que c'est économiquement intéressant de rouler au gaz pour les transporteurs, pour les artisans. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Camille. Pour les autres participants, si vous avez des questions, je vous inviterai à me les envoyer par mail. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cette présentation. Et pour la conclusion, je vais rappeler Francis Claude-Pierre pour qu'il nous dise un petit mot de conclusion et de revoir afin de clôturer cette présentation. Donc, Francis, je t'invite à réactiver ta caméra et ton micro, s'il te plaît. La caméra, elle est bloquée par l'animateur. Ce n'est pas bon. Ah, c'est bon, on te voit. C'est parfait. Elle est revenue. Oui. Bon, en guise de conclusion, déjà, on a parlé beaucoup de bioéconomie. Donc, la bioéconomie, c'est ce qui nous attend pour les années à venir, mais il faut qu'elle soit stable, durable et rentable. Et elle réussira grâce à l'avènement généralisé de l'agroécologie. Alors, dans l'agroécologie, avec tout ce que j'ai entendu ce matin, j'ai vu qu'il y avait, on le sait, mais qu'il y a toute l'agriculture dite aujourd'hui conventionnelle qui va améliorer ses pratiques, retrouver des pratiques agronomiques oubliées et mettre en œuvre des nouvelles pratiques agronomiques, dépenser moins d'intrants pour pouvoir toujours produire autant et de meilleure qualité. Dans l'agroécologie, il y a bien sûr l'agriculture de conservation des sols et il y a également l'agriculture bio qui a une place à prendre puisque la France importe encore beaucoup de produits bio. L'agroécologie, c'est aussi, ce sera aussi produire plus en France et consommer en France par des filières longues qui vont s'organiser et des circuits courts qui prennent de plus en plus et qui répondent de plus en plus à la demande des consommateurs. Là, comme vous l'avez vu, les activités de compostage et de méthanisation n'ont pas remplacé nos métiers d'agriculteurs, mais l'ont consolidé. Ça veut dire que toutes ces activités, elles arrivent en soutien à l'activité principale qui est la production alimentaire. Oui, je disais, les activités de méthanisation qui nous permettent de consolider nos métiers d'agriculteurs, d'éleveurs et de production de biens alimentaires, mais pas le remplacer. C'est un vecteur ça nous aide à s'engager dans l'agroécologie par le retour de la matière organique au sol sous des formes élaborées. Ça nous permet aussi d'avoir des revenus complémentaires dans les services aux collectivités par le traitement des déchets, la vente de compost, la vente d'énergie sous forme d'électricité, de chaleur, de gaz injecté. On l'a vu avec Camille pour l'écomobilité, qui est un boulevard devant nous, parce que les grandes métropoles se verdissent politiquement et vont bientôt interdire les poids lourds au diesel de pénétrer dans les centres urbains. Donc, contrairement aux véhicules légers, les poids lourds ne seront pas électriques.
Donc, c'est une voie royale, le gaz, et en particulier le bio-GNV. On voit que l'agriculture doit répondre à tous les enjeux sociétaux. Hein. Nourriture, énergie, impact sur le climat. On nous accuse pas mal d'être à l'origine, d'être un des principaux émetteurs de carbone par nos activités, alors que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on peut être une solution en captant du carbone, en utilisant moins de produits pétroliers, en produisant plus d'énergie renouvelable. Les circuits courts, quand un aliment il est produit dans un territoire et consommé sur le territoire, il n'a pas fait le tour de la planète ou il n'est pas resté coincé dans le canal de Suez. Et tout ça fait qu'à mon sens, la bioéconomie est porteur d'espoir pour le monde agricole qui en a besoin. Parce qu'il a souffert d'agribashing. On le voit nous aussi avec les opposants aux méthanisations beaucoup d'opposition à l'agriculture se cristallise sur la méthanisation parce que c'est visible. Ils oublient tout de suite que quand on est pendu lisier, ça sent plus mauvais, alors qu'en lisier frais, ça sentait mauvais. Que c'était acide pour le sol, alors que le digestat, c'est très bon, c'est un pH 8, donc ça favorise la vie du sol. Enfin, on a beaucoup d'avantages à faire. C'est exactement la même chose pour le compostage. Moi, je compare toujours les deux. Hein. En mettant, on récupère les gaz qui émanent de la transformation. Tout ça fait que l'agriculture, à mon sens, a encore les actifs agricoles et l'agriculture et l'élevage doivent avoir encore des beaux jours devant eux. Il y a des boulevards qui s'ouvrent. Bon, il y a l'impact du climat qui est là. On ne peut plus le nier. Donc, on ne l'arrêtera pas. On peut l'atténuer. On atténuer les conséquences. Tout ça en revoyant nos pratiques sans tabou, sans dogme, sans idéologie, mais par des techniques qui s'offrent à nous, dont on doit s'en emparer. Et Tram sera toujours là pour animer et vous accompagner dans tous les changements que l'on doit accomplir dans les années qui viennent et qui sont, je me répète, porteurs d'espoir. Oui, parfait. Merci Francis. Le temps est bientôt écoulé, donc on va clôturer cette intervention. Juste sur cette petite slide, en fait, c'est un peu pour expliquer le rôle de Tram dans le projet bioéconomie. Donc, on va dire qu'au niveau territorial, on a toute une action de sensibilisation et d'accompagnement à l'émergence d'expérimentation de nouvelles filières et activités. Et au niveau national, par contre, on va plus avoir une action de représentation en fait, et de valorisation des savoir-faire et des services rendus pour l'agriculture. Donc, je vous invite, si le projet bioéconomie vous intéresse, si vous avez des questions qui viennent peut-être après toutes ces interventions, parfois le temps de digérer un petit peu tout ça, vous trouverez sur cette présentation là, mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas soit à m'appeler, soit à m'envoyer un mail pour que je puisse, répondre à toutes vos interrogations. Donc moi, je tenais à remercier tous les participants qui ont répondu positivement à notre demande de participation. Pardon, tous les intervenants, donc Emmanuel, Camille, Olivier, Thibaut et Francis. Donc merci à vous, merci aussi à tous les participants. Vous étiez assez nombreux inscrits aujourd'hui, donc on est ravis que ce sujet vous ait intéressé. On espère que vous avez appris plein de choses pendant ces interventions. Je tenais également à remercier l'équipe organisatrice qui a été
là en soutien pour l'organisation, en support technique, et puis mes collègues bien sûr pour l'animation, parce que vous n'avez vu que moi, mais nous étions quelques-uns à organiser cette journée. Voilà, donc il me semble qu'on peut clôturer cette intervention. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de renseignements. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.